La guerre, apparemment, est sur le point de se terminer, ou peut-être pas vraiment, quoi qu'il en soit, les résultats du conflit. Avec cette trêve supposée sur la table, il faut les analyser de manière très approfondie, car maintenant chaque partie annonce une grande victoire, à laquelle se sont même joints des pays dévastés. D'un côté, à cause de ce conflit au Moyen-Orient, et de l'autre des pays qui, avec ce conflit, n'ont pas vraiment eu grand-chose à voir. Quoi qu'il en soit, les résultats sont aussi dévastateurs que l'avenir qui semble attendre toute la région. Parce qu'avec les informations dont nous disposons actuellement, le conflit est pour l'instant encore loin d'être terminé. Avec ces nouvelles attaques d'Israël contre le Liban, qui, selon l'Iran, font bien partie de l'escalade, mais selon les États-Unis, ce n'est pas le cas. Nous entrons dans des turbulences très sérieuses et certainement très instables. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de turbulences entre toutes les parties. Dans cette trêve, qui apparemment a été annoncée de manière un peu précipitée. Le conflit, donc, n'est pas encore terminé, mais il ralentit de façon tout à fait évidente et il est probable qu'on parvienne à la fin à une sorte d'accord. Les premiers résultats, cependant, sont déjà absolument évidents. Et ici, nous allons analyser certains des points les plus importants de ces résultats. Précisément, des points. Certains d'entre eux concernent ce qu'a tiré l'Iran de ce conflit, d'autres ce que les États-Unis en ont retiré, et d'autres encore ce qu'Israël en a obtenu. Commençons d'abord par la partie iranienne. Depuis l'Iran, ils se sont enfin rendus compte de la limite de leur propre système de lancement de missiles et maintenant leur production va presque certainement augmenter de façon exponentielle et ces villes de missiles vont devenir la base du système de défense nationale. Il était absolument évident que l'Iran avait une occasion historique de tester sa défense, y compris sa défense aérienne. Mais sa défense, en termes généraux, et aussi sa capacité d'attaque, c'est ce qu'ils en retirent. Ce sont les précieuses conclusions qu'ils en tirent. L'Iran s'est-il également rendu compte de l'importance cruciale des informations de renseignement qu'on lui a fournies? Très probablement depuis la Chine et la Russie, afin de lancer des attaques précises contre des cibles ennemies dans la région. Autrement dit, ils se sont rendus compte et il est devenu évident que sans les alliés, nous ne sommes absolument rien. Surtout lorsque nos alliés sont aussi puissants. Dans ce cas, je le répète, il ne s'agit pas de la Chine ni de la Fédération de Russie. Il a également été confirmé, de manière un peu plus générale, la vulnérabilité de presque toutes les cibles ennemies équipées de systèmes de défense aérienne. Bouclier antimissile américain face à des attaques massives. Et donc, l'Iran, il suffirait simplement d'augmenter la capacité de production et il aurait alors une capacité de riposte beaucoup plus claire. L'Iran s'est-il rendu compte, en plus de l'efficacité de l'utilisation conjointe de missiles balistiques et aussi de drones kamikazes, ce qu'il a précisément fait dans cette campagne, en les utilisant ensemble et de manière, je pense, très sage et très intelligente, contre des installations en Israël, au Moyen-Orient, qui auraient un lien direct avec les États-Unis. Et par conséquent, le danger d'avoir l'Iran comme adversaire au niveau international n'a pas disparu. La possibilité de bloquer le détroit d'Ormuz a été confirmée et en plus, la volonté d'agir en fonction de ses propres intérêts, c'est-à-dire ceux de l'Iran. Indépendamment de la réaction internationale, les intérêts de sécurité iraniens priment désormais sur tout type de réaction internationale. Et en plus, il s'est emparé, et sans aucun doute, il considère aussi cela comme un point positif, il a pris le contrôle total du détroit d'Ormuz. Il n'a pas seulement confirmé cette possibilité, mais il a également confirmé ce résultat. Et d'un autre côté, l'Iran a maintenant une stratégie beaucoup plus claire à adopter lorsqu'il s'agit d'affronter ses ennemis qui viennent de l'Occident collectif. Et je pense qu'il a également confirmé, c'est l'autre aspect, la nécessité absolue de continuer à développer le programme nucléaire, car je doute fort que sur le plan nucléaire, on laisse l'Iran en paix. Absolument, à aucun moment. Et là, regardez, alors que l'on parle du fait que l'objectif principal est de dénucléariser l'Iran, ce que l'on risque d'obtenir ici, en réalité, c'est absolument tout le contraire.
Et en plus de tout cela, et en plus des avantages qu'en a tiré l'Iran sous forme de lever des sanctions, sous forme d'argent gagné, en faisant passer des navires de manière désormais contrôlée et concertée avec l'Iran à travers le détroit d'Ormuz. Eh bien, c'est donc là que ces bénéfices ont été dépensés, très probablement, dans ce même conflit armé. Mais il est clair que l'Iran l'a compris, et surtout qu'il sait désormais qu'il peut tenir tête aux ennemis occidentaux. Et que tout ce dont il a besoin, c'est d'un peu de patience et d'un peu de maîtrise de soi. Autrement dit, savoir rester debout et garder son sang-froid en toutes circonstances. Depuis les États-Unis, les objectifs clés ne sont pas encore atteints et nous les analysons en détail. Malgré la mort, certes, des hauts responsables, le gouvernement iranien continue de fonctionner et de montrer une résistance très claire. De plus, le gouvernement iranien ne semble pas du tout pro-américain, il l'est même encore moins que le gouvernement précédent. L'uranium enrichi non plus n'a pas été saisi ni détruit, rien n'a été fait à ce sujet. Il reste sous le contrôle de Téhéran, même si de plus en plus de rapports indiquent que ce type d'opération pourrait encore être mené. Jusqu'à présent, aucune supériorité totale n'a été atteinte. L'avantage ne se maintenait que dans les airs, et même ainsi, seulement pendant de très courtes périodes et dans des conditions également très limitées. On n'a pas réussi à obtenir l'approbation interne ou internationale pour une opération terrestre à grande échelle ou pour une opération militaire générale, ce qui est sans doute un nouvel échec de l'administration. Et enfin, le système de défense aérienne sur les bases à Bahreïn, au Qatar, en Arabie Saoudite et sur des cibles en Israël ne s'est pas révélé totalement fiable et, dans de nombreux cas, a fini partiellement détruit. En ce qui concerne la partie israélienne, qu'est-ce qu'Israël en retire exactement ou quelles leçons ont-ils dû apprendre? L'Iran n'a pas été détruit en tant qu'État souverain, c'est l'un des principaux échecs israéliens. L'élimination complète du potentiel nucléaire de l'Iran n'a pas non plus été atteinte. Je crains que cela continue encore longtemps. Là-bas, exactement, tout reste inchangé. Il n'y a pas eu non plus de véritable changement de pouvoir à Téhéran. Remplacer un ayatollah par un plus jeune n'entre pas, selon moi, dans cette dynamique. Il n'y a pas non plus eu cette implication des soldats alliés dans une guerre totale jusqu'au bout, par d'autres intermédiaires, c'est-à-dire par des attaques secrètes menées par Israël. Donc, cet objectif de finalement s'impliquer dans un conflit mondial n'a pas non plus été atteint. Le soutien, en attendant, de la communauté internationale après l'opération menée par Israël et les États-Unis a été absolument minimal pour les deux pays. Tout particulièrement pour Israël qui s'est retrouvé avec l'image d'un pays ayant mis ce conflit sur la table comme s'il l'avait pratiquement sorti de son chapeau. L'incapacité de mener une guerre de cette ampleur dans la région sans l'aide directe et massive des États-Unis a été confirmée. Cela, encore une fois, du côté d'Israël. L'industrie militaire et civile de l'Iran a conservé le noyau de sa capacité opérationnelle. C'est-à-dire, en général, malgré les dégâts causés à l'Iran, ce qui est absolument évident, manifeste et indéniable. Et la victoire reste la leur pour le moment. Alors que les deux parties encore opposées, qui disposent de toutes les ressources en matière de renseignement et du potentiel industriel, n'ont pas réussi à atteindre ce qu'elles souhaitaient. Cependant, cela ne signifie pas que dans le futur, peut-être même dans un avenir très proche, il ne puisse pas y avoir un sale coup qui finirait par affaiblir l'Iran. Et qui pourrait même aussi offrir ce répit et cette petite victoire médiatique à Israël. C'est-à-dire que, loin de mettre fin à ce conflit, pour résumer, nous sommes presque certainement face à une escalade presque imminente. Nous sommes presque certainement face à un conflit, au moins entre l'Iran et Israël pour ce qui concerne ces deux pays. On ne sait pas encore quelle sera la position des États-Unis pour le moment, car Donald Trump n'est pas non plus prêt à perdre des partenaires au niveau stratégique. C'est-à-dire que, comme vous le voyez sur les images, la population civile descend maintenant dans les rues, beaucoup célèbrent, d'autres expriment certaines revendications, mais la grande majorité, surtout en Iran, sort précisément pour célébrer. Il se trouve que les autorités iraniennes ne peuvent pas encore considérer ce conflit comme terminé, elles ne peuvent pas le déclarer clos. La guerre, car il reste certainement beaucoup à faire, beaucoup à négocier.
Les 15 prochains jours seront très riches en actualité et je vous attends bien sûr ici, sur cette même chaîne. Mais surtout et par-dessus tout, il s'agit maintenant de financer cette paix si instable à tous les niveaux. Parce que les conséquences sont vraiment importantes et très handicapantes sur le plan économique à l'échelle mondiale. Eh bien, aucun des pays impliqués dans cette guerre ne peut se le permettre fondamentalement. Encore moins, bien sûr, Israël, qui reste sans aucun doute le principal danger et le résultat final ou la cause du résultat final. Que l'Iran, avec une quasi-certitude, devra se déclarer puissance nucléaire et devra produire cet armement nucléaire s'ils veulent qu'on leur fiche la paix, ne serait-ce qu'un instant.